Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Climatalk. Aujourd'hui, on entend souvent parler de transition énergétique, neutralité carbone, décarbonation, des termes derrière lesquels se cache une réalité très concrète. Aujourd'hui, une grande partie des émissions de gaz à effet de serre provient directement de nos modes de production. Au Maroc, par exemple, le secteur de l'énergie à lui seul est responsable de près de 70% de ces émissions et le secteur de l'industrie continue de peser sur cette empreinte. Donc, quand on parle de climat, on ne parle pas juste d'environnement, mais on parle aussi d'entreprise, d'économie et surtout de transformation. Et décarboner, c'est quoi concrètement? C'est la manière dont on transforme notre mode de production, nos investissements et aussi la création de la valeur. Et derrière cette transformation se cache une réalité qui est très très concrète et dont on parle peu, et c'est celle de la place des femmes qui sont souvent sous-représentées dans les espaces de décision, notamment dans les secteurs de l'économie et de l'environnement. On ne peut pas parler de transition juste et durable en laissant de côté la moitié des talents, et c'est aussi l'ADN de Climatalk, puisqu'on insiste à mettre en lumière les femmes, pas juste en tant que participantes, mais aussi en tant qu'expertes et leaders. Et c'est dans cette perspective que j'ai l'honneur d'accueillir avec nous aujourd'hui Madame Nesma Jalandi, experte en développement durable. Vous avez travaillé auprès de la commission chargée des affaires de l'environnement et développement durable au CESE, et vous êtes aussi engagée dans la vie associative puisque vous êtes vice-présidente de l'association Mentor L. Madame Nesma, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous pour l'invitation. Merci. Alors, on sait qu'aujourd'hui, les entreprises se trouvent au cœur d'une équation climatique. On parle souvent de stratégie ESG, on parle de neutralité carbone, on parle de responsabilité environnementale. Comment est-ce que vous analysez le rôle des entreprises aujourd'hui dans cette transformation? Est-ce qu'ils sont un acteur moteur ou là, ils sont toujours dans une phase d'adaptation? Déjà, merci beaucoup pour l'invitation. Je suis ravie de pouvoir partager. Alors aujourd'hui, il y a au Maroc des degrés de sensibilisation qui sont différents. On a bien sûr les grandes entreprises qui sont déjà bien engagées dans cette transformation, qui ont pour la plupart des vraies stratégies ESG, donc ESG, environnement, social et gouvernance, avec aussi des plans de transition énergétique, des stratégies développement durable. Il y en a même qui sont alignés avec les grands standards internationaux. Et puis, il y a les PME qui représentent quand même 80% du tissu économique marocain, qui commencent petit à petit à se rendre compte que cette question de l'environnement, c'est pas juste pour faire bien et respecter la planète, mais c'est un enjeu de compétitivité. Et quand on est une entreprise, on se doit d'être le plus compétitif possible. Donc, ils ont compris qu'en fait, aujourd'hui, elles doivent commencer à prendre des actions concrètes pour, réduire leurs émissions de gaz à effet de serre, pas uniquement pour leur responsabilité environnementale, mais surtout pour pouvoir déjà réduire leurs coûts, réduire principalement leurs factures énergétiques. Ouais. Mais aussi faire face à des contraintes, des barrières douanières à l'export, faire face à des consommateurs aussi de plus en plus exigeants sur leur mode de consommation, qui cherchent des produits plus respectueux de l'environnement, et aussi qui cherchent des entreprises modèles, respectueuses exactement. Donc en fait, voilà, il y a des degrés de maturité, on va dire, différents en fonction de la taille de l'entreprise, c'est normal, et aussi en fonction de son positionnement par rapport au marché, à l'export. Par exemple, les entreprises qui sont contraintes de respecter des barrières douanières ou des choses comme ça, par la force des choses, sont obligées de se conformer à une réglementation. Mais bon, sur le marché national, comme aujourd'hui, la réglementation environnementale, elle reste encore assez timide, on va dire. Donc voilà, les degrés diffèrent en fonction de la taille des entreprises et des enjeux. Et c'est vrai, on dit aussi que les entreprises, puisque en général, pas juste les entreprises, le secteur privé, il est au centre. La question qui se pose maintenant, c'est comment est-ce qu'on peut accélérer cette transformation? Parce que normalement, la transition bas carbone, elle se pose sur des leviers qui sont très très concrets. On parle d'incitation financière, de réglementation, de financement aussi, mais surtout, on parle de taxe carbone. Est-ce que vous voyez que cette taxe carbone, elle est vraiment indispensable aujourd'hui? Alors, en fait, avant de parler de taxe carbone, c'est bien que les gens comprennent c'est quoi la décarbonation. Donc, la décarbonation, c'est réduire ses émissions de gaz à effet de serre
par rapport à son activité. Et dans ces produits, donc on calcule ce qu'on appelle un bilan carbone d'une organisation ou l'empreinte carbone d'un produit. Et puis, une fois qu'on mesure cette empreinte carbone, donc ça nous permet d'identifier les postes les plus émetteurs et ce qui nous permet de cibler là où on va le mieux agir. Donc, il y a plusieurs. Quand on parle de décarbonation, c'est d'abord souvent l'énergie, parce qu'aujourd'hui, le facteur d'émission de l'électricité au Maroc reste encore très élevé. Donc, même s'il y a une stratégie nationale d'aller vers le renouvelable et d'accéder à 52% de capacité installée de sources renouvelables d'ici 2030, mais cette transition, voilà, demande encore. Elle se fait de manière progressive, mis à part l'électricité, il y a aussi les autres sources d'énergie, par exemple pour tout ce qui est thermique. Donc il y a aussi, mis à part l'électricité et l'énergie, il y a aussi les déchets qui pèsent lourd souvent dans le bilan carbone et qui au Maroc aujourd'hui sont encore pas assez valorisés, ne sont pas considérés déjà comme qui pourrait être une matière première en fait, et une source importante de recréer autre chose et d'intégrer ça dans le cadre d'une économie circulaire. Et puis il y a l'eau. C'est vrai qu'on parle beaucoup d'énergie, mais on ne parle pas assez des déchets, du transport et de l'eau. Oui. On va pour simplifier un petit peu quand on parle de transition verte. Et puis donc la taxe carbone, elle est en débat aujourd'hui au Maroc. L'idée de mettre un prix sur le carbone, ce n'est pas quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qui est arrivé avec le protocole de Kyoto. Et donc aujourd'hui, il y a des systèmes de marché carbone à travers le monde. En Europe, il y a le système d'échange de quotas d'émissions qui permet aux entreprises qui polluent le plus d'acheter des crédits carbone chez ceux qui polluent le moins, et ça permet d'équilibrer un petit peu, parce qu'on a tous, si vous voulez, un quota d'émissions qu'on peut émettre d'ici à 2100, donc c'est sur cette base que c'est calculé. Et puis, donc ça c'est au niveau européen. Donc, au Maroc, on a commencé à réfléchir aussi à la mise en place d'un prix sur le carbone. C'est pas si simple. C'est vrai. C'est pas évident parce que bon, il y a d'autres, on va dire, contraintes sociales, réglementaires, etc. Il faut d'abord préparer tout l'arsenal réglementaire qui va permettre la mise en place de ces mécanismes de marché. Et puis aussi, on reste une petite économie globalement, donc mettre en place un marché carbone au niveau national, il faudrait qu'il y ait assez d'entreprises, il faudrait qu'il y ait une dynamique pour qu'un mécanisme de marché puisse fonctionner. Oui. Donc on parle des fois, souvent, enfin on réfléchit à l'élargissement pour qu'il y ait un marché plutôt régional ou africain, ou voilà. Il y a des marchés carbone volontaires, comme Gold Standard, Vera, etc. On peut acheter des unités carbone sur des projets à l'échelle internationale. Et puis, il y a aujourd'hui, dans le cadre de l'article 6 de l'accord de Paris, aussi des mécanismes bilatéraux qui permettent à des pays d'acheter des unités carbone, des crédits carbone chez d'autres pays, en fonction de leur contribution déterminée au niveau national. Donc chaque pays s'engage à réduire ses émissions de gaz à effet de serre. Et donc les pays qui ont déjà fait tout ce qu'ils pouvaient faire en termes de décarbonation et qui ont besoin d'acheter des crédits carbone complémentaires, et peuvent les acheter auprès d'autres pays qui polluent moins ou qui ont des solutions d'évitement de gaz à effet de serre. Donc ça s'équilibre. Donc aujourd'hui, le Maroc a signé des accords avec plusieurs pays pour acheter des crédits carbone. Donc il a signé un accord avec la Suisse, la Norvège, la Corée du Sud, Singapour, le Japon.
Aujourd'hui, par exemple, il y en a un qui est déjà opérationnel et qui fonctionne bien. C'est l'accord bilatéral avec la Suisse, qui est en fait mis en place par la fondation CLIC, qui achète pour le compte du gouvernement suisse des crédits carbone au Maroc. Et donc aujourd'hui, il y a des projets, notamment un qui est opérationnel aujourd'hui, qui s'appelle Solar Rooftop 500, qui en fait permet aux entreprises d'installer des panneaux solaires photovoltaïques en toiture pour une capacité totale du projet donc de 500 MW. Mais donc pour les entreprises, c'est très concret. Et puis les émissions évitées grâce à l'installation photovoltaïque permet d'avoir le financement, donc c'est le paiement de ces crédits en amont, ce qui permet de réduire l'investissement pour l'entreprise. Et ça, c'est concret et c'est intéressant pour une PME qui, tout de suite, peut, une fois qu'elle a fait le dimensionnement de son installation et qu'elle a installé ses panneaux photovoltaïques, en amont, recevoir les crédits liés à la décarbonation, justement, de sa production et rendre cet investissement plus économique et avoir un retour sur investissement plus court en temps et voilà, et pouvoir accompagner cette transition. Donc ça, c'est sur le côté, on va dire, décarbonation. Et sur le côté taxe, aujourd'hui, voilà, c'est quelque chose qui est en discussion. Il n'y a pas de taxe carbone au Maroc aujourd'hui. Ça se discute. On est un pays avec voilà, d'autres contraintes sociales, d'équilibre budgétaire, etc. Donc c'est quelque chose qui va se mettre en place progressivement. Mais c'est vrai que les mécanismes de pollueur-payeur se développent partout dans le monde et je pense que ça va finir par arriver. Il faut aussi noter qu'au-delà des outils, il y a aussi la question des visions, puisque plusieurs entreprises maintenant, elles cherchent des modes alternatifs. On parle par exemple de l'économie bleue, qui est plus durable, plus intégrée. Est-ce que vous pouvez déjà nous expliquer un peu l'économie bleue pour répondre par la suite à notre question? Est-ce que vous pensez effectivement que ces alternatives influencent vraiment les stratégies des entreprises? Et je pense que vous avez élaboré aussi un rapport à propos de ça. Exact. Donc, j'ai travaillé sur le rapport sur l'économie bleue au CESE comme pilier de la transformation de l'économie marocaine. Donc, c'est une économie qui met en valeur tout le potentiel marin et hydrique du Maroc. Le Maroc a une côte de 3500 km qui, en fait, a un potentiel économique extraordinaire et qui n'est pas exploité totalement. Donc, il y a bien sûr toute la richesse halieutique qui existe, mais cette richesse halieutique, elle subit les effets du changement climatique avec l'acidification des océans, l'augmentation des températures. Donc, il y a une ressource halieutique qui est en diminution. Aussi des activités, on va dire, économiques au niveau des ports, au niveau du transport maritime. Par exemple, au Maroc, il y a très peu de cabotage, presque pas. C'est dommage alors qu'on on a une forte côte et on peut développer ce genre d'activité. Il n'y a pas du tout de transport fluvial parce que, bon, à cause de la sécheresse, les fleuves aujourd'hui ne peuvent pas abriter ce genre d'activité. Il y a aussi un tourisme balnéaire qui peut être développé davantage et contribuer un petit peu plus au PIB. Il y a des opportunités aussi, une inclusion sociale des populations qui vivent sur le littoral. Donc l'économie bleue, c'est vraiment cette économie, on va dire, qui respecte les principes de la durabilité, c'est-à-dire le volet économique, être économiquement viable avec des activités génératrices de revenus, être socialement responsable, c'est-à-dire qui inclut la population, qui prend en compte justement le volet social, le volet aussi éducation des populations qui vivent sur le littoral. Si vous voyez la carte du Maroc, les villes se sont beaucoup développées sur les côtes, c'est normal, pour avoir accès à l'eau.
Et puis le volet environnemental, donc qui respecte justement les écosystèmes et donc notamment l'écosystème marin, faire attention aux rejets justement dans l'océan, des pollutions. Aussi, aujourd'hui on parle beaucoup de dessalement parce qu'avec le stress hydrique, on est obligé de se tourner vers le dessalement. Donc il y a toute une problématique sur les saumures et puis sur l'effet sur l'écosystème marin. l'effet sur l'écosystème marin, etc. Donc en fait, voilà, l'économie bleue, c'est justement le juste équilibre entre ces trois piliers qui permet de vraiment soustraire tout le meilleur potentiel économique qu'on peut retirer. On dit aussi qu'aujourd'hui, le défi, ce n'est plus de ne pas savoir quoi faire, mais de comment est-ce qu'on peut aligner tous les acteurs à le faire. Donc, à votre avis, comment est-ce qu'on peut avoir cette cohérence entre tous les acteurs pour agir dans cette transformation? C'est vrai qu'on fonctionne beaucoup par secteur et on fonctionne beaucoup par silo, c'est-à-dire que le transport va veiller au transport, l'énergie va s'occuper d'énergie, les infrastructures, et on n'a pas on n'a pas assez, je dirais, de passerelles entre les différents ministères, les différentes politiques publiques. Et on gagnerait vraiment à avoir plus de coordination et plus de cohérence justement. Et puis finalement, l'objectif in fine, c'est le même. Hein. Et d'ailleurs, c'est un des objectifs principaux de la stratégie nationale de développement durable, dans sa nouvelle version qui devrait voir le jour très prochainement, on l'espère, qui a été faite il y a déjà 2 ans, mais qui attend l'approbation au niveau du chef de gouvernement. En fait, l'idée, c'est vraiment de mettre en commun ces différentes politiques publiques pour un objectif qui est la durabilité. Et la durabilité, c'est vraiment d'avoir toujours ces 3 dimensions présentes dans tout ce que nous faisons. Dans tout ce que nous faisons. Donc oui, aussi avoir une concertation des différents acteurs. Et ça, franchement, j'ai appris ça au Conseil économique, social et environnemental parce qu'on fait beaucoup d'écoute. On auditionne l'ensemble des parties prenantes, que ce soit la société civile, que ce soit les entreprises, que ce soit les organisations syndicales, patronales, les experts, etc. Et cette complémentarité entre les acteurs fait qu'on arrive à sortir avec des recommandations qui sont pertinentes, qui sont réalisables, qui sont concrètes. Et vraiment, on gagnerait aussi à inclure les étudiants. La jeunesse, c'est important parce que finalement, ce seront les leaders de demain et c'est eux qui vont implémenter toutes ces stratégies. Donc, il faut les inclure, il faut les sensibiliser, il faut les rendre vraiment partie prenante de toute cette réflexion. Donc, vraiment, bravo pour votre podcast parce que je pense que c'est important de commencer à s'intéresser à ces problématiques dès le plus jeune âge, en fait. Et d'avoir cette conscience, cette responsabilité, en fait, pas uniquement environnementale, mais voilà, cette responsabilité dans les décisions que nous prenons, d'avoir toujours le triptyque qui soit présent dans les décisions. Aujourd'hui, on peut dire que la décarbonation, ce n'est pas juste un changement technique, c'est un changement de culture aussi et un changement de gouvernance via différents moyens, l'accompagnement financier, l'innovation et aussi une bonne gouvernance. Donc, comment est-ce que vous voyez le rôle de ce trio pour la réussite de cette transformation ? En fait, quand on parle de décarbonation, oui, c'est beaucoup nos modes de production, mais c'est aussi nos modes de consommation. Et pour les citoyens, c'est être conscient déjà de nos modes de consommation, de nos modes de transport. Le transport émet beaucoup. Aujourd'hui, il faut vraiment commencer à réfléchir à des transports sobres en carbone. Le passage à la voiture électrique est un enjeu important, mais la mobilité durable, c'est d'abord une mobilité accessible et partagée. Donc aussi des modes de transport publics plus sobres, plus inclusives, accessibles. Aujourd'hui, le plus grand mode de transport au Maroc, c'est la marche à pied. Et qui est en même temps le moyen le plus sobre. Mais voilà, c'est aussi réfléchir à des pistes cyclables pour permettre aux gens de se déplacer en 2 roues, pas en 2 roues, mais en vélo, en sécurité. Oui, aussi.
parce que souvent on ne prend pas le vélo par manque C'est de vrai. sécurité. Donc la sécurité routière est aussi un volet important. Et donc c'est vraiment comment on réfléchit nos villes, comment on réfléchit nos modes de déplacement, comment on réfléchit nos modes de consommation, et que voilà, qu'il y ait aussi la sensibilisation du grand public, parce qu'aujourd'hui, voilà, ça reste au niveau des experts, malheureusement, et on a besoin de descendre un cran. Oui. Pour rendre ce sujet vraiment accessible à monsieur tout le Abordable, monde, ouais. abordable, qui soit même voilà, enseigné au niveau des écoles Bien sûr. à un très jeune âge. Et c'est dès le jeune âge, exactement. À un très jeune âge. Et donc, pour revenir à votre question sur la gouvernance, c'est vraiment inclure la population, déjà, Ouais. c'est un premier impératif. Dans la construction des politiques publiques de manière générale, il faut cette concertation qui est prévue dans la loi, en fait, qui n'est pas toujours applicable, mais en tout cas, l'arsenal juridique le Ouais. permet, et ça, c'est déjà un grand pas. Donc, inclure la population, la concerter, la consulter, la rendre aussi acteur de ce changement, impliquer les leaders d'opinion, impliquer donc les systèmes éducatifs, donc les écoles, les collèges, les universités, les lycées, les associations C'est les acteurs de la société les civile. acteurs de la société civile de manière générale, et puis les entreprises, bien sûr, et puis les pouvoirs publics. Et en même temps, tout ça pour construire un avenir durable. Et comme on a dit tout à l'heure, on ne peut pas tendre vers un avenir durable et juste sans pour autant inclure les femmes, puisqu'elles représentent la moitié des talents. Donc, vous, à travers votre poste en tant que vice-présidente de l'association Montorel, comment est-ce que vous voyez le rôle des femmes dans ces transformations? Alors aujourd'hui, comme vous savez, on a un taux d'activité féminin qui non seulement est très bas, mais continue de baisser. Il se situe à moins 20%. Ça veut dire que 80% des femmes qui pourraient travailler ne travaillent pas, enfin ne contribuent pas économiquement au développement économique du pays. C'est un manque à gagner en fait pour le Maroc en termes de PIB, sachant que il faut savoir que les femmes et les jeunes filles excellent au niveau des études. Aujourd'hui, 80% des lauréats de l'école Mohammedia des ingénieurs sont des femmes. Ouais. Donc elles font des études brillantes, des études d'ingénieurs assez techniques, et après on ne les retrouve pas dans le monde du travail. Alors à l'entrée, c'est-à-dire à la sortie de l'école, et quand elles commencent leur carrière, souvent elles sont, on va dire, plus ou moins 50%, 50-50 avec les garçons. Mais ensuite, plus on avance, plus la proportion des femmes diminue. Alors souvent, c'est relié avec un mariage, l'arrivée des enfants, etc., etc. Mais c'est tout le... On va dire, il faut prendre la problématique dans sa globalité. Dans sa globalité, et essayer de comprendre quelles sont les raisons qui font que les femmes travaillent de moins en moins. Donc il y a d'abord le volet personnel qui prend un grand dessus. Donc c'est soit s'occuper des enfants, mais s'occuper aussi des personnes âgées, oui. Des personnes malades dans la famille. C'est souvent un rôle qui incombe toujours à la femme. Et par manque de structure sociale adaptée, d'accueil de la petite enfance, d'accueil des personnes âgées, d'accueil des personnes en situation de handicap, du coup, ces personnes se retrouvent à la maison et c'est la femme qui doit en prendre soin. Et du coup, ça ne lui permet pas de travailler à l'extérieur de la maison, parce qu'elle travaille beaucoup à la maison. En tout cas, c'est un travail qui n'est pas payé, qui n'est pas rémunéré, du coup, qui ne contribue pas économiquement. Après, il y a d'autres conditions de l'accessibilité des transports. Souvent, les bassins d'emploi sont éloignés des bassins d'habitation. Donc, les femmes, soit n'ont pas accès au transport, soit pour des raisons de sécurité, pour des raisons aussi d'accessibilité financière, le coût du transport étant élevé. Donc,
parfois, quand elles font le calcul, C'est vrai. elles se disent que économiquement, Une c'est pas préférence, viable. oui. Je préfère rester chez moi que finalement, ce que je vais gagner, je vais Ouais, le dépenser en exactement, en transport transport. Ouais. ou je vais devoir payer quelqu'un pour s'occuper de mon bébé, etc. Donc, quand on fait le Faire le calcul, calcul. on se rend compte que économiquement, c'est pas viable. Ouais. Euh, et puis, il y a une question de mentalité, on va le dire. Zama, souvent, enfin, on a encore ces problématiques de le rôle de la femme et de s'occuper des enfants Exactement. et de la famille. Donc, il y a aussi un volet d'émancipation à avoir en tête. Alors, nous, au sein de Mentorel, on accompagne, donc c'est un réseau d'accompagnement professionnel de jeunes femmes. Donc, nous avons des mentors hommes et femmes qui accompagnent les jeunes femmes à évoluer dans leur carrière professionnelle à travers différents outils. Donc, principalement le mentoring. On s'est rendu compte que le mentoring, vraiment, est un levier très important de l'évolution de carrière chez la femme, parce que voilà, ça rapporte un retour d'expérience assez intéressant. On a aussi des masterclass où on va donner aux jeunes femmes des outils pratiques pour mieux gérer leur quotidien. On a aussi des rencontres de networking, des rencontres d'inspiration et de partage. On travaille aussi sur le modeling à travers notre livre Les Intrépides, qui en fait met en lumière des parcours de femmes marocaines inspirantes pour encourager donc les jeunes générations et se projeter sur des nouvelles carrières, en tout cas de croire en ses rêves et de se dire qu'il n'y a pas des métiers pour hommes et des métiers pour femmes, Exactement. mais que les femmes peuvent accéder à tout métier. Donc Accessible. vraiment, on essaie de mettre en lumière des parcours très différents dans différents domaines, dans la science, dans l'éducation, la médecine, les sports, la culture, vraiment du nord, du sud du Maroc, vraiment, mais aussi des femmes de la diaspora, donc vraiment pour refléter un petit peu la diversité de la culture marocaine. Et dans les métiers de l'environnement et de la transition bas carbone, c'est vrai que les femmes sont sous-représentées, comme dans plusieurs secteurs, alors que, on va dire, les femmes ont quand même cette responsabilité de transmission et d'éducation des générations futures. Donc, cette sensibilité environnementale, on doit la transmettre. Et c'est beaucoup le rôle des mamans, notamment. Oui, exactement. Donc, on a ce rôle et cette responsabilité, autant que les papas. Mais bon. Plus d'influence de la part des mamans. Les mamans femmes. influencent davantage, exactement. Et donc, c'est vrai qu'il y a cette responsabilité, on va dire, de transmission, mais il faut aussi savoir que, par exemple, dans le milieu rural, les femmes sont les premières à être impactées par les effets du changement climatique. Le fait qu'il y ait la sécheresse, la raréfaction de la ressource en eau font que les femmes qui sont chargées des foyers, elles doivent marcher plus longtemps pour aller se déplacer plus loin pour aller chercher une ressource en eau. Qui aussi font face donc aux vagues de chaleur, à les maladies qui sont liées, aussi au changement de saison, des saisons de pluie plus fortes. Après 5 ans de sécheresse, on a eu cette année des inondations parce que les sols étaient trop secs. Donc ils n'ont pas pu absorber les quantités d'eau qui sont arrivées d'un coup en quantité importante. C'est ça aussi le dérèglement climatique, va être ces phénomènes extrêmes, c'est-à-dire on va passer de sécheresse à inondation. Et ces phénomènes extrêmes vont se multiplier, c'est-à-dire qu'on va les voir beaucoup plus régulièrement, beaucoup plus souvent. Et souvent, les premières populations à être impactées, ce sont les femmes. Donc, cette transition juste doit avoir dans nos politiques publiques cette sensibilité genre qui doit être présente quand on construit pour que nos politiques publiques soient inclusives des besoins des femmes pour leur permettre d'être un acteur économique, économiquement parlant, de contribuer au développement économique du pays, mais aussi de jouer pleinement leur rôle en tant que mère, en tant que aussi membre de cette cellule familiale qui a un devoir de transmission et d'éducation.
Donc finalement, on comprend que la décarbonation ne repose pas sur un seul acteur, elle repose plutôt sur tout un écosystème. Et là, on parle des États, des entreprises, de la société civile aussi. Et le défi aujourd'hui, c'est de passer de l'engagement à l'impact réel. En tout cas, je vous remercie beaucoup, Madame Nesma. Et chers auditeurs, chères auditrices, on se voit bientôt avec un nouvel épisode de Climatalk. Merci.